Eh ben bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce déjà dernier épisode de La Tête à Papineau de cette saison. On est vraiment content de vous retrouver pour ce dernier épisode, puis vous inquiétez pas, hein, on reprend en septembre. Pas de stress pour tout le monde, vous aurez votre dose sous peu. On commence cet épisode en vous remerciant de votre présence aux derniers événements qu'on a organisés, à savoir le 6 à 8 Capitalisme et lutte des classes à Montréal le 18 mai. Puis le 25 mai, une formation de vulgarisation qui a été menée par Thomas Milan, qu'on avait reçu ici même l'année passée. L'année passée, C'était l'année passée, c'était le dernier épisode de l'année passée. Donc, qui a parlé plus des plateformes numériques et de comment vulgariser la science sur ces plateformes numériques. Et le dernier événement qui vient tout juste de se passer, qui est également notre événement de fin d'année, qui est les grandes découvertes de l'UDES, donc qui a eu lieu au Théâtre Granada. Puis vous avez été très nombreux à répondre à l'appel, donc on est très content que cet événement vous plaise et il sera reconduit les prochaines années. Vous inquiétez pas, ça aussi. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, Julie et Alexis, comment ça va? Super bien. Super aussi. Super, en forme pour la dernière? Oh, très en forme pour la dernière. J'aurais aimé un peu plus de soleil, par exemple. Ouais, il fait un peu froid là. Ouais. Ce soir, on a le chaud, froid, c'est pas terrible. Je suis d'accord avec toi. Puis on reçoit Simon comme invité. Allô Simon. Allô. Tu vas bien? Très en forme? bien. Oui, yes. Je laisserai Julie te présenter un petit peu plus en détail. Puis, allons-y Alexis. Commençons par ta chronique sur Pompéi. Merci Charlie. Bien, vous savez, la dernière fois, je vous avais fait une chronique sur l'Antarctique, un endroit où on s'entend assez froid. Eh bien, cette fois-ci, on change de météo en passant des déserts arctiques aux éruptions volcaniques, particulièrement celle du mythique volcan Vésuve, près de Pompéi, en Italie. Alors, à brûle pour point, pour faire un très bon jeu de mots, ça vous dit quoi, Pompéi? Plein de choses. Moi, j'y suis déjà allé. Pompéi, c'était vraiment nice. Ah, c'est une tricheuse qui va écouter Charlie puis Simon. C'est pas très le fun, mais plein de morts. Plein de morts, en effet. Une éruption volcanique célèbre. Catastrophe naturelle. D'accord. Et des morts qu'on peut encore voir de nos jours aussi. Oui, c'est ça. Oui, mais en effet, on connaît surtout Pompéi pour la mort instantanée de ses habitants brûlés et ensevelis sous des mètres de cendres et de pierres volcaniques. À l'époque, on croyait le volcan de Vésuve éteint car le dernier tremblement de terre majeur datait de 217 avant Jésus-Christ, soit 300 ans plus tôt. Pourtant, au mois d'octobre fatidique de l'an 79 après Jésus-Christ, le volcan entre en éruption pendant 2 jours et est visible jusqu'à 29 km. Le premier jour, il projette une gigantesque colonne de fumée plutôt inoffensive. Les gens, bon, c'est pas trop grave, un petit éternuement de volcan, faut pas trop s'inquiéter. C'était l'erreur. Et tu vois venir la suite. La fumée couvre quand même le soleil, on se croirait la nuit alors qu'il fait jour. Le deuxième jour est le plus meurtrier. Le volcan Vésuve relâche des coulées pyroclastiques, soit des vastes nuages de gaz brûlant jusqu'à 300 degrés Celsius et pouvant se déplacer jusqu'à 700 km/h. Donc, pour comparaison, c'est l'équivalent de 3 fois la température de l'eau bouillante que vous faites pour vos pâtes et qui vous fonce dessus en l'espace de 2 minutes 30. Donc, pas la peine d'essayer de vous enfuir, c'est vraiment la mort instantanée par brûlure ou par asphyxie pour tout le monde dans la ville. Si vous dire, des chercheurs pensent même qu'il y a des personnes dont les organes et le sang se sont même évaporés. Même les bâtiments et le paysage ont changé suite à l'éruption. Ok, donc c'est à cause de toutes ces cendres puis de toutes ces retombées volcaniques qu'on peut encore voir et retrouver des gens dans cette région-là? Oui, exactement. Recouvert même de 7 mètres de ces cendres-là d'épais de poussière, on pourrait pratiquement parler de fossilisation, tellement ça a été bien préservé, à l'abri des intempéries, des pillages également. Donc, les archéologues ont à ce jour trouvé 1044 restes humains dont ont été formés des moules de plâtre, même s'ils retrouvés dans des positions pliées qui rappellent un peu la douleur et l'agonie. Mais les scientifiques estiment que ces positions-là sont plutôt attribuables aux effets de la chaleur sur les cadavres. Donc, petite consolation, la mort a été subite, sans douleur, pour le moins qu'on peut se dire. Puis, ils ont été pris un petit peu sur le fait, là. Est-ce qu'on a retrouvé des positions un peu originales, un peu cocasses? Comme tu le dis, les positions prises sur le fait, en effet, là, il y a certains vestiges qui sont plus populaires. Par exemple, celui de 2 personnes qui s'enlacent, la tête de l'une sur la poitrine de l'autre. D'abord nommé les 2 jeunes filles, des tests d'ADN récents ont permis d'identifier que les 2 personnes sont en fait des hommes. Donc, impossible de dire si ceux-ci étaient des amoureux, du moins on sait qu'ils n'étaient pas frères.
Et à l'opposé, on a une photo d'un autre corps qui laissait des internautes penser qu'une personne avait décidé d'y aller plutôt en mode solo, avec sa main ouverte près de son pubis, mais cela a été démenti par les archéologues qui attribuent encore une fois la position à l'effet de la chaleur sur le corps. Et qu'est-ce que le monde scientifique en général peut apprendre à partir de ces corps-là qu'on retrouve? Le site a été étudié depuis 1709 et nous retrouve encore aujourd'hui des nouveaux vestiges. Dernièrement, il y a eu un homme et une femme étendus sur un triclinium, c'est une sorte de divan sectionnel, des matelas à 3 places dont les Romains se servaient pour déguster des grappes de raisin dans la plus grande allégresse. Je vois bien Cléopâtre comme ça, là, ou César. Exactement. Donc, cette découverte-là a fait l'objet d'une apparition dans la revue Nature. Et grâce à une approche multidisciplinaire de bioarchéologie de paléogénomique, un groupe de chercheurs d'Italie a réussi à compléter la première séquence génomique d'un humain de Pompéi. Donc, en testant pour des marqueurs de maladies telles que l'ostéoporose, ils ont déduit que l'homme était porteur de la tuberculose, alors endémique en Romantique. La technique utilisée s'avère aussi prometteuse pour retracer les déplacements migratoires. On sait par exemple que l'homme provenait de Sardaigne, une grande île à l'ouest de l'Italie. Donc, quand même beaucoup d'informations qu'on peut tirer même de corps qui ont 2000 ans. C'est vraiment intéressant. Puis, le Vésuve, est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle éruption qui s'en vient? C'est sûr qu'en rétrospective, ma chronique fait un peu un portrait macabre, puis ça donne pas tellement le goût de faire une promenade proche des volcans, peut-être comme, je pense, Julie, tu nous disais... Ouais, tu vois d'ailleurs, autour, il y a le site de Pompéi en tant que tel, puis autour, j'avoue que c'est quand même assez clairsemé, puis qu'il n'y a pas tant de monde que ça. En général, on a pas mal l'impression que c'est un peu en dernier recours que les gens vont se mettre... Ils ont été prudents dans la construction au cours des années. Ils sont allés un petit peu plus loin, je pense. Oui, tout à fait. Là, le volcan est encore considéré actif, donc avec raison, les gens ont fait le choix de s'installer plus loin. Il y a une dernière éruption majeure là, en 1944, alors que les États-Unis, il y avait une base militaire. L'éruption de cendres aurait alors endommagé plusieurs avions, environ une 50aine. Et donc, le risque d'éruption est encore très possible, mais les équipements d'aujourd'hui, à l'avantage, nous permettent de mieux prévenir les évacuations, donc évacuer les gens avant qu'il y ait des gens pétrifiés en mode sexuel, simili ou en dévergondage. Écoute, à ce moment-là, il faut quand même se faire plaisir dans ta vie. Hein. Je pense que si tu as une chance, tu cherches du réconfort, quel qu'il soit. Tout à fait. Est-ce qu'on sait si c'est hanté, ces lieux-là, ou pas? Est-ce qu'il y a des légendes ou des mythes qui tournent autour de ça? Je sais pas si tu as regardé ça, je suis curieux. Est-ce qu'on parle des alentours du volcan de Vésuve? Vraiment l'endroit où les gens sont décédés. Je suis pas tombé là-dessus dans ma recherche. Je sais par contre que quand on dit que les murs peuvent entendre, ils ont fait des moules de plâtre avec ça, donc je sais pas si le plâtre est comme un matériau un peu fantasmagorique, là, mais peut-être qu'il y aurait une piste d'interprétation à cet endroit. Okay. Ce serait pas étonnant en tout cas que Ghostbusters aille faire un tour. Oui, c'est pour ça. C'est quand même un foyer où il y a eu beaucoup de désolation, de morts, etc. Donc c'est quand même propice à ce genre d'événement-là. C'est pour ça que je posais la question. C'était juste comme ça. Écoute, merci beaucoup Alexis, vraiment très intéressant. Donc à suivre. Il y a d'autres recherches qui sont en cours? C'est vraiment un vaste territoire. Puis comme on l'a dit, c'est 7 mètres d'épais de cendres. Donc les processus se font vraiment tranche par tranche et on risque d'encore entendre des découvertes pour les 50 prochaines années, au moins. Un autre truc qui est assez impressionnant aussi avec Pompéi, là, c'est qu'en plus des corps, il y a aussi tout l'aspect décoratif puis architectural là, qui est hyper bien conservé. On a retrouvé même des fresques de mémoire qui ont été retrouvées dans un état quand même... Elles sont vraiment super belles par rapport à plein d'autres choses du même âge. Hein. Ça se voit vraiment bien, puis les couleurs sont belles et tout. C'est à la fois un cimetière, mais à la fois... un musée aussi. Un musée, ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup Alexis, puis Julie, je vais te laisser la parole pour l'entrevue avec Simon. Eh bien, bonjour à tous, nous voilà revenus pour la deuxième partie de notre épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Simon Boudreau. Salut Simon. Salut Julie. Donc Simon est étudiant au doctorat en biochimie à la FMSS, donc à la faculté de médecine et des sciences de la santé de Sherbrooke. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler de son projet de recherche, puis de toutes les choses qui l'intéressent dans la vie, puisque ça va être relativement large. Du coup, Simon, si tu pouvais commencer par présenter peut-être ton projet de recherche, qu'est-ce que c'est exactement? Absolument. Donc, mon projet de recherche porte sur les virus. Donc, je suis à la base un virologue. Et aussi sur l'ARN messager. Donc, je suis aussi un biologiste de l'ARN. Et donc, on s'intéresse à ce qui se passe dans les ARN de la cellule lorsqu'un virus infecte cette cellule-là.
T'étais vraiment dans le momentum, là, la Covid, tout ça. Ouais, moi, l'ARN et les virus, c'est moi. Ça. Puis c'est ça, dans le fond, nous, on s'intéresse vraiment à se poser la question, c'est quand un virus rentre dans une cellule, il se passe quoi dans la biologie des ARN de la cellule? Puis c'est un domaine qui est relativement nouveau, là, on connaissait pas grand-chose il y a 10 ans, je dirais, là-dessus. Puis là, on se rend compte, entre autres, que les virus semblent beaucoup jouer avec la biologie des ARN de la cellule. C'est pas surprenant, si t'es un virus, tu rentres dans une cellule, tu veux probablement tout bousiller ce que tu peux bousiller. Tu veux la contrôler un peu aussi, là? La maturation des ARN messagers, c'est quand même super important pour la cellule, c'est finement régulé. Donc c'est sûr que si c'est un virus, tu imagines que tu peux aller bousiller ça. Donc moi j'ai étudié un virus qui s'appelle réovirus. C'est un petit virus qui infecte plein de mammifères, dont l'humain. Cause pas vraiment de symptômes chez l'humain, là, on parle de asymptomatique ou de rhume. Mais c'est un virus qui a un potentiel pour traiter des cancers, par exemple. Fait que ça devenait intéressant de se poser la question, on va comprendre mieux ce virus-là, premièrement, d'un point de vue très fondamental. Et par la suite, il y a aussi des dérégulations de l'épissage dans des cellules cancéreuses. Donc là, ça peut nous amener à une nouvelle piste de thérapie, d'essayer de comprendre, est-ce que ça permet à ce virus-là de mieux tuer des cellules cancéreuses, par exemple, est-ce qu'on pourrait l'aider à devenir un meilleur agent pour détruire des cellules cancéreuses éventuellement. Ok, dans le fond, c'est genre les cellules cancéreuses elles-mêmes bousillent leur ARN messager. Ouais. Du coup, le virus pourrait venir aider avec ça. Ouais, peut-être. Ou peut-être qu'il exploite certaines particularités des cellules cancéreuses qui fait qu'il préfère être dans ces cellules-là que dans des cellules saines. Donc, il y a plein de pistes qu'éventuellement, il faut commencer par de la recherche très fondamentale, très peu appliquée. Puis une fois qu'on a débroussaillé bien comme il faut ça, là, on peut aller se poser vraiment la question dans des cellules cancéreuses, il se passe quoi? Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est très fondamental, mais beaucoup d'applications d'après ça. Super, vraiment intéressant. Et comment est-ce que tu en es arrivé, toi, à choisir de faire un doctorat? En fait, le premier choix, c'était la maîtrise. Donc, après mon bac en biochimie, j'étais, disons, pas satisfait du niveau que j'étais allé. Là, quand on fait un bac, c'est très théorique. J'avais fait des stages, j'avais vraiment aimé ça, travailler dans un laboratoire, vraiment faire de la recherche. Donc, pour moi, c'était juste logique d'aller commencer une maîtrise. Puis là, tu réalises après 1 an et demi que t'as pas fait grand-chose dans ta maîtrise. Finalement, tu veux aller au fond des choses, puis t'as effleuré la surface de peut-être faire quelque chose. Donc, pour moi, c'était juste logique de continuer au doctorat par après. Là, je voulais vraiment comme aller plus loin dans mon projet, pousser vraiment plus loin, générer des connaissances, puis je suis vraiment très content de l'avoir fait. Eh ben, tant mieux, on espère que la majorité des gens qui choisissent de faire un doctorat sont aussi heureux que ce que tu as l'air d'être toujours, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui prend de la dédication, puis qui... La persévérance. Exactement, de la grosse persévérance, tu as bien raison. Et justement, avec donc, toutes ces études, puisque ça en fait quand même un sacré nombre d'années, c'est quoi ton but de carrière, ou ton but pour le futur, mettons, plus que de carrière? On parlait tantôt de cellules cancéreuses, donc mon doctorat était vraiment très fondamental, très comprendre comment un virus module l'épissage alternatif. Et je m'en vais faire un postdoc en fait où là on va vraiment poser la question sur des cellules cancéreuses. Donc si on prend des virus qui détruisent des cellules cancéreuses, est-ce qu'on peut en jouant avec l'épissage alternatif aller les aider à détruire ces cancers-là? Donc vraiment je veux aller porter mon projet dans l'application thérapeutique des virus. Avec le but très avoué de partir mon laboratoire éventuellement. On se rend rapidement compte qu'avec 2 mains, on peut pas faire toutes les expériences qu'on imagine. Donc, je pense que d'avoir mon propre groupe de recherche, ça va vraiment me permettre de mettre en place toutes les idées que j'ai eues, entre autres pendant mon doctorat, les idées que je vais continuer d'avoir pendant mon postdoc. Puis je pense que je vais pouvoir avoir une belle programmation de recherche. Là, virus, ARN, cancer, ça va être probablement un peu autour de ça que je vais travailler. Très bien, un très beau programme. Est-ce que tu as, par curiosité, un cancer spécifique sur lequel tu veux travailler ou un type de cancer peut-être? En fait, je vais probablement essayer d'y aller plutôt général. Okay. Parce que les virus oncolytiques, leur mécanisme d'action, c'est très général. Parce qu'en fait, si on réfléchit à ce qui fait une cellule cancéreuse, c'est une cellule, par exemple, qui ne peut pas arrêter de se diviser. C'est une cellule qui ne veut pas alerter le système immunitaire. C'est une cellule qui ne peut pas entrer en apoptose. Donc, si on est une cellule qui essaie de se défendre de l'infection virale, on fait ces mécanismes-là. On arrête de se diviser, on alerte le système immunitaire qu'on a un problème, on veut mourir par apoptose pour le bien de l'organisme. Et donc, juste le fait que ces mécanismes-là sont absents des cellules cancéreuses, ça les rend beaucoup plus permissifs à des infections virales. Donc, je vais probablement y aller plus général pour le simple fait. Puis, mon projet, je pense, je vais surtout le focusser sur différentes lignées de cellules cancéreuses pour comparer aussi, est-ce qu'on peut faire ça dans tous les types de cancers, est-ce qu'il y a des spécificités. L'épissage alternatif, normalement, dans des cellules saines, c'est très régulé d'un tissu à l'autre. Mais dans des cellules cancéreuses, j'imagine, c'est beaucoup perdu. Donc, on va faire des hypothèses, on va essayer des choses, puis on va voir ce qui sort de là. Parfait, de très belles idées, tout ça. Et en plus de ton projet de recherche, parce qu'effectivement, ça suffit pas, tu es aussi beaucoup impliqué. Il y a peut-être certains de nos auditeurs qui t'ont vu d'ailleurs récemment, puisque je pense que ton entrevue à Force Avenir s'est passée dans le début de cette semaine, si je me trompe pas, ou doit se passer? Ouais,
On est où là présentement quand ça va être diffusé? Dans 10 jours, Vendredi là, prochain. le 11, quelque chose comme ça. 11, 11-12. fait que, la semaine passée. Parfait, la semaine passée. Est-ce que ça a bien été? Très bien. Et grande félicitations d'ailleurs pour ta sélection, très bel accomplissement. Donc on disait que tu es beaucoup impliqué. Moi je te connais notamment parce que tu as été impliqué au RECMUS quand j'ai débuté dans cette association-là. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'impliquer comme ça? C'était quoi ta ligne directrice qui t'a amené plutôt à t'impliquer? Je dirais que je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans. Pour de vrai, l'implication, c'est pas quelque chose que tu réfléchis tant que ça. Puis je pense un peu comme toi, tu commences avec des petites choses, des petits postes. Puis là, tu réalises que c'était le fun. Puis là, t'en prends un autre. Puis là, tu réalises que finalement, plus tu prends des gros mandats, plus tu peux avoir un impact, plus tu peux vraiment générer du changement. Puis là, ben, tu te rends compte que c'est le fun. Là. On peut faire cheminer des dossiers, on peut vraiment amener vraiment des choses vraiment géniales à l'université. Puis là, ben, t'en prends toujours plus finalement. Donc c'est vraiment comme ça. Ça a été graduel aussi beaucoup. Pendant ma maîtrise, ça a commencé. Puis là, ben, pendant mon doctorat, j'en ai fait pas mal. Là. Bah oui, moi j'en ai pas mal entendu parler, puis je suis bien d'accord qu'on tombe dedans, puis ensuite on peut plus s'arrêter. C'est quand Maudit même... problème. Exactement. Je suis bien d'accord. Et hormis l'implication, parce que ça reste des choses qui sont très sérieuses, mettons, pour la majorité du temps, est-ce que tu as d'autres hobbies, hormis ça? Oui, je suis guitariste depuis 15 ans, donc j'ai des groupes depuis 2009. Je fais du gros heavy metal. C'est vraiment comme un bon exutoire pour moi. Quand on fait de la science, on est très cérébral, très réfléchi. Quand je pratique avec mon Ben, j'oublie tout. Là, pendant l'instant que dure la chanson, tu es dans le moment présent à 100%. Donc ça fait du bien pour évacuer le surplus d'énergie mentale qu'on met dans la science. Là. Tout à fait. Est-ce que vous avez un nom de groupe ou des albums? Le groupe s'appelle Chrysalis. Puis justement, j'étais en studio avec mon batteur là, il y a quelques semaines. Donc on travaille sur 2 chansons qu'on veut sortir probablement au courant de l'été peut-être. Là. J'imagine que vous avez une page Facebook s'il y a des auditeurs qui sont intéressés. Facebook, si vous êtes intéressés. Parfait. Mais je vais terminer cette super entrevue par une dernière question qu'on pose à pas mal tous nos invités. C'est pour toi, dans la société, ce serait quoi la place de la communication scientifique aujourd'hui? Je crois que c'est hyper important, honnêtement. Je pense qu'on l'a vraiment réalisé avec la pandémie, que la désinformation, c'est extrêmement dommageable. Mais c'était déjà là avant. C'est juste qu'on préférait ne pas le regarder puis se dire c'est pas si grave que ça. Mais maintenant que la pandémie, je pense qu'on peut plus tourner les yeux puis se dire c'est pas important. Je pense que les scientifiques, en partant, nous, on doit s'impliquer plus. On doit faire plus de vulgarisation. On doit aussi, en formant la relève scientifique, mieux les former à vulgariser pour pas qu'il y ait l'air de certains de nos chercheurs qui disent « Je veux pas parler aux médias, ils comprennent pas ce que je fais. » Ouais, c'est parce que t'es pas capable de vulgariser comme il faut. Là. Faut que les prochaines générations aient pas cette peur-là de parler aux médias. Je crois que les médias doivent aussi donner plus de place aux scientifiques. Puis je pense que le gouvernement aussi a un peu d'argent à donner, que ce soit pour des initiatives de vulgarisation, mais aussi peut-être en mettant dans les grants, tu pourrais avoir par exemple une obligation de vulgariser la science. Tu veux ton grant aux IRSC, ben, tu devras vulgariser de la science au moins une fois par année pour avoir ton grant. C'est sûr que ce serait vraiment des beaux critères d'attribution là, qui changeraient un peu le système qu'on a actuellement. Mais il faut que le gouvernement aussi mette en place des programmes pour que les scientifiques aient des tribunes pour vulgariser. Je pense que si on regarde Radio-Canada, par exemple, le font très bien. Ouais. Ils ont beaucoup de scientifiques dans leurs émissions, mais je pense que ça doit être généralisé. Puis ça, le gouvernement, en mettant de l'argent puis en mettant des initiatives, ça l'aiderait aussi la vulgarisation scientifique. Là. Que ce soit en finançant Bistro Brain à terme de coût de millions de dollars. Oh, qu'est-ce que ce serait beau! Qu'est-ce que ça serait beau! Je pense qu'on est pas mal tous bien d'accord autour de la table, hein, que tout ça, toute la vulgarisation, ça passe, comme tu dis, par le développement de plein d'initiatives comme ça. Ben, merci beaucoup, Simon, pour cette super entrevue, vraiment très intéressant. On a passé quand même des virus jusqu'à l'implication étudiante en passant par la musique, donc un sacré grand champ de couvert. Le heavy metal, exactement. On voit que Charlie est un adepte ici. Ah oui, totalement. Donc un grand merci, Simon, pour ta présence. Ben, merci Julie de m'avoir reçu, c'était vraiment cool. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Parce que ce que tu dis, au moins, on couvre le panel large des activités au sens large. Ben, écoutez, merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez depuis 2 ans maintenant. 2 ans, oui. 1 an et demi. Une saison un peu tronquée, on va dire. Depuis 2 ans, on est à une trentaine environ d'écoutes par épisode. Donc, on voit que ça vous plaît. Puis, on va essayer de continuer ça. Puis, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez un dernier événement qui s'en vient. Cette fois-ci, c'est pas à Sherbrooke, à Montréal. Donc, les grandes découvertes de l'UQAM au cœur des sciences. Donc, j'imagine que c'est... À l'UQAM directement. À l'UQAM directement. OK. Donc, le dernier qui s'en vient, le dernier de la saison pour clôturer cette saison à Montréal.
Nous, on vous invite à nous suivre, page Facebook, Instagram, à parler de nous à un ami. Référencez-nous, on revient l'année prochaine, on veut vous voir encore plus nombreux. Puis on vous souhaite un bel été. Puis à l'année prochaine. Merci, bon été. Bon été tout le monde!